Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc on a le plaisir et l'honneur aujourd'hui de participer à la soutenance de thèse de doctorat de Madame Chahira Bokharoba, intitulée Élaboration et caractérisation d'un capteur électrochimique pour la détection du glucose. Donc Madame Bokharoba, vous avez 30 à 40 minutes pour expliquer l'essentiel de votre travail qui sera suivi par un débat par les honorables membres des jurys. Madame. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, bonjour. Louange à mon Créateur le Tout-Puissant d'avoir permis à ce rêve ensevelie par l'injustice de voir le jour et de m'avoir accordé cette opportunité afin de présenter les résultats de notre étude élaborée dans le laboratoire d'analyse industrielle et génie des matériaux, supervisé par M. Mohamed Yamin Chermia, et qui s'intitule Élaboration et caractérisation d'un capteur électrochimique pour la détection du glucose. Mon plan s'articule autour d'une introduction dans laquelle on va parler du diabète, de son histoire et de ses complications, suivie d'une synthèse bibliographique et sera clôturée par une conclusion et des perspectives, en passant bien sûr par le noyau de cette étude qui sera dédié au matériel et aux méthodes mises en œuvre et aux résultats obtenus. Le diabète est une maladie qui a été mentionnée pour la première fois en Chine 4000 ans avant Jésus-Christ, et on parlait tout simplement d'urine sucrée ou d'urine de miel. À l'Antiquité, il a été signalé dans un papyrus héber que cette maladie se caractérisait par une soif abondante, par une soif intense et des urines abondantes et des amaigrissements. Les pères de la science, Karaka et Sureta, ont montré qu'il existe deux types de diabète. Le premier touchait la population la plus maigre et le deuxième type touchait la population aisée qui consommait plus de sucre. Plus tard, au IIe siècle, Arrêté de Cappadoce a attribué le nom de diabète à cette maladie. Quelques années plus tard, Conrad a montré que le pancréas est à l'origine de cette maladie suite à une expérience faite sur les chiens. Au XIXe siècle, Claude Bernard a montré que le sucre est stocké dans le foie et il a suggéré que peut-être le diabète est une maladie de foie. Plus tard, Paul Languéran a étudié les cellules pancréatiques qui portent actuellement son nom et il a montré qu'elles se trouvent en élo, mais sans comprendre la fonction. Et ce n'est qu'en 1921 que l'hypothèse de Conrad a été confirmée et que l'insuline fut découverte. C'est quoi le diabète? Les glucides sont les constituants essentiels de l'alimentation avec les lipides et les protéines. Quand on mange, les glucides se transforment automatiquement en hauts glucides et il est naturel que le taux de sucre augmente dans le sang. Le pancréas détecte cette augmentation, alors il sécrète l'insuline qui va stocker le glucose dans la graisse, les muscles et le foie. Après une dépense énergétique ou bien en cas d'hypoglycémie, le taux de glucose diminue dans le sang et le foie encore une fois détecte cette carence. Alors il produit le glucagon qui libère le glucose stocké et le taux de glucose retrouve de nouveau son équilibre dans le sang. Pour un diabétique, ce système ne fonctionne pas. Alors, le diabète, quel que soit son type, est une maladie qui ne connaît pas de frontières et ne fait pas de distinction entre les sexes et les âges. Le nombre de diabétiques a atteint 420 millions, dont 5 millions sont des Algériens. Et d'après l'histogramme, on a la tranche la plus touchée par cette maladie. Elle est entre 40 ans et 79 ans. Et on prévoit que le nombre de diabétiques va augmenter en 2030 et encore plus en 2045. Malheureusement, cette maladie entraîne des complications telles que la cécité, les amputations, des insuffisances rénales et des maladies cardiovasculaires. Alors, ces constatations et ces chiffres alarmants sont le verglas. C'est pourquoi différentes méthodes de détection de glucose ont été mises en œuvre. Les premières méthodes, c'était les méthodes physico-chimiques telles que l'HPLC, l'électrophorèse, la spectroscopie de masse. Ces techniques présentent de bonnes
sensibilité et sélectivité. Malheureusement, elles nécessitent un laboratoire, un staff spécialisé, elles sont chères et elles demandent beaucoup de temps. La solution à ces problèmes, ce sont les capteurs enzymatiques. C'est quoi un capteur enzymatique? Ce sont des capteurs à base d'enzymes. L'enzyme la plus adéquate pour la détection, pour l'oxydation du glucose est la glucose oxydase qui est synthétisée naturellement à partir de l'aspergille noire, qui sont des champignons filamenteux formés de spores, et ces spores contiennent la glucose oxydase. Le premier capteur enzymatique a été élaboré par Clark en 1962. Malheureusement, cette première génération de capteurs dépendent de l'oxygène. Elle nécessite un potentiel élevé et l'oxygène est peu soluble dans les fluides biologiques. Donc, l'oxygène a été substitué par des médiateurs redox et c'est ainsi que la deuxième génération de capteurs enzymatiques apparaît. Ces capteurs également, le transfert d'électrons pour ces capteurs passe par plusieurs étapes. Donc, une troisième génération de capteurs apparaît où le transfert d'électrons se fait directement de l'enzyme à l'électrode. D'où proviennent ces électrons? L'interaction du glucose avec le centre actif de la glucose oxydase entraîne l'oxydation du glucose en glucolactone puis en acide glyconique par hydrolyse et la réduction du centre actif de l'enzyme et de l'oxygène en peroxyde. Il existe différents types de capteurs enzymatiques. Malheureusement, les enzymes sont très onéreuses, elles sont difficiles à immobiliser et elles souffrent de l'instabilité. Donc, quelle pourrait alors être l'alternative pour pallier à ces problèmes? Des capteurs non enzymatiques de glucose ont été proposés. Et là, un capteur non enzymatique, ce sont des capteurs à base de nanomatériaux. C'est-à-dire qu'on va substituer l'enzyme par des nanomatériaux. Et ces nanomatériaux peuvent être des métaux nobles, des métaux de transition, leur oxyde, leur hydroxyde. Même ces nanomatériaux peuvent être non supportés comme ils peuvent être supportés. Ils peuvent se présenter sous différentes nanostructures. À la lumière de la synthèse bibliographique, bien que les capteurs enzymatiques sont largement utilisés dans la détection du glucose, les capteurs non enzymatiques connaissent un essor considérable. Les capteurs non enzymatiques les plus utilisés sont les capteurs empyrométriques, contrairement aux capteurs impédimétriques qui sont très peu, voire rarement utilisés dans la détection du glucose. En ce qui concerne les métaux nobles, ils ont été largement explorés comme électrocatalyseurs pour la détection du glucose, mais ces métaux sont trop chers et sont très sensibles à l'empoisonnement. Donc, dans le cadre de la recherche d'électrocatalyseurs plus économiques, une attention considérable a été accordée aux métaux de transition, notamment le nickel. Le nickel également a été largement exploré comme électrocatalyseur pour la détection, pour l'oxydation, la détection du glucose. Seulement, le nickel présente un problème majeur et l'oxyde efficacement l'éthanol que le glucose. Donc, dans la détermination du glucose, même en présence d'une faible dose d'alcool, il génère des conséquences néfastes. C'est pourquoi diverses recherches ont été menées sur le cuivre et leur oxyde. Ce n'est pas le cas pour les hydroxydes de cuivre. L'examen aussi de la littérature montre que les mines de graphite sont largement explorées dans la détection de différentes molécules, mais ce n'est pas le cas aussi pour les mines, ce n'est pas le cas pour la détection du glucose. Ce tableau est une récapitulation de la synthèse bibliographique et d'après ce que vous voyez, là on voit que différents supports modifiés par différents électrocatalyseurs sont largement utilisés dans la détection du glucose et ce, quelle que soit la méthode utilisée. Et il est de même pour le nickel, pour l'oxyde de cuivre, mais ce n'est pas le cas pour l'hydroxyde de cuivre et notamment l'hydroxyde de cuivre supporté sur des mines de graphite. C'est pourquoi l'objectif de mon travail consiste à élaborer un capteur non enzymatique électrochimique de haute performance à base de mines de graphite modifiées par l'hydroxyde de cuivre pour la détection du glucose en utilisant les trois méthodes, notamment la méthode impédimétrique.
Alors, pour atteindre cette logique, des méthodes de caractérisation ont été mises au point, telles que les méthodes physico-chimiques qu'il convient de citer, la diffraction au rayon X, la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, la microscopie à force atomique, on a la microscopie électronique à balayage couplée à l'EDX. Également, des méthodes chimiques ont été mises en œuvre telles que la voltammétrie cyclique, la chronoampirométrie, la spectroscopie d'impédance électrochimique, l'électrodéposition et l'activation. Ces techniques nécessitent un système qui se compose d'une cellule électrochimique contenant 3 cellules, un potentiostat et un micro pour afficher les résultats. Alors, au début, nous avons procédé à l'élaboration de notre électrode. Et cette préparation a été effectuée en 2 étapes. La première étape consistait à modifier le substrat en substrat métallique par électrodéposition. Ensuite, nous avons converti électrochimiquement ce métal en hydroxyde de cuivre par l'activation. L'activation électrochimique est effectuée dans une solution de NaOH par voltammétrie cyclique à un balayage entre -1 et 0,6 et elle a été effectuée jusqu'à ce que le dernier cycle soit quasi identique au cycle précédent. Comme le montre le voltammogramme cyclique, là on observe 3 pics d'oxydation et 3 pics de réduction correspondant à des potentiels bien définis. Le premier pic correspond à la conversion du cuivre en C+, le deuxième pic correspond à la conversion directe du cuivre en C2+, et C+, en C2+, et le troisième pic correspond à la conversion de C2+ en C3+, selon le mécanisme proposé. Il est à signaler que le couple numéro 3, le pic numéro 3, ou bien le couple C2+, C3+, est responsable de l'oxydation du glucose. Les histogrammes montrent que l'intensité des courants des 3 pics anodiques et des 3 pics cathodiques s'intensifie au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, puis à un certain moment, il se stabilise. L'étude morphologique de la surface montre que la surface de l'électrode nue, le PGE, a une surface lisse avec des irrégularités. Par contre, l'électrode modifiée, micrographie B et C, montre la croissance intense des agrégats. Ces agrégats se sont ramifiés et transformés en dendrites tridimensionnelles. Chaque dendrite se compose d'une tige avec des tiges latérales qui se développent dans le sens transversal et longitudinal, ce qui permet d'augmenter la surface électroactive de l'électrode modifiée. Le spectre des X révèle la présence des ions de carbone, d'oxygène, de soufre et de cuivre, dont le cuivre domine avec un pourcentage de 87,67, ce qui signifie que la totalité de la surface du substrat a été recouverte par le cuivre. De plus, la topographie et la rugosité de la surface de l'électrode nue ont été étudiées par la FM. Les images bidimensionnelles et tridimensionnelles montrent nettement que la topographie de la surface de l'électrode modifiée a été nettement modifiée et que la rugosité a augmenté de 114 nanomètres. Maintenant, la structure de l'électrode modifiée a été étudiée également par le DRX. Le diffractogramme de l'électrode non modifiée montre un pic très intense à une position angulaire égale à 26,75 correspondant au plan cristallin caractéristique de la phase cubique à face centrée du graphite. Le diffractogramme de l'électrode modifiée montre la coexistence de deux phases cristallines. La première caractéristique du substrat dont l'intensité a diminué grandement et des pics très intenses et peu intenses à des positions angulaires bien définies correspondant au plan caractéristique de la phase cubique à face centrée du cuivre. Une dernière analyse, l'étroitesse des pics et l'absence des pics d'impureté montrent que c'est une phase bien cristallisée et c'est une phase pure.
une phase pure. Une dernière analyse a été effectuée en recourant à l'infrarouge. Le spectre ATIR montre une série de pics larges, très intenses, relativement intenses et peu intenses, correspondant à des longueurs d'onde bien définies qui correspondent aux liaisons présentées dans le tableau. Une fois la caractérisation électrophysique achevée, alors, nous avons évalué les performances des électrodes non modifiées et modifiées. Et pour cela, nous avons procédé à la caractérisation électrochimique par la voltammétrie cyclique. Les mesures ont été réalisées dans une solution de ferricyanure. Comme le montre le voltammogramme, on remarque qu'il y a deux pics, un pic pour les deux électrodes, un pic d'oxydation et un pic de réduction correspondant. Et là, on remarque que la différence de potentiel de l'électrode modifiée a diminué. Elle est passée de 135 mV à 120 mV, ainsi que le courant d'oxydation du pic anodique de l'électrode modifiée est supérieur au courant du pic anodique de l'électrode non modifiée. Les pics, ce qui montre que la modification a largement modifié la conductivité de l'électrode élaborée. Les pics d'oxydation et de réduction correspondent au couple redox ferri-ferro-cyanure présenté sur cette figure. Maintenant, pour déterminer la surface électrochimique, électroactive plutôt des deux électrodes, nous avons des voltammogrammes cycliques ont été enregistrés à différentes vitesses allant de 10 à 100 mV dans une solution de ferri-ferro-cyanure. Les voltammogrammes cycliques montrent pour les deux électrodes que le courant augmente avec l'augmentation de la vitesse et que le potentiel du pic anodique tend vers les valeurs positives, alors que le potentiel du pic cathodique tend vers les potentiels les plus négatifs, ce qui montre que c'est un système quasi réversible. De plus, on a le courant du pic anodique, il évolue proportionnellement avec la vitesse de la racine carrée, ce qui montre que le système est contrôlé par diffusion. Les surfaces électrochimiques ont été calculées à partir de la pente du courant en fonction de la racine carrée de la vitesse en utilisant l'équation de l'indelsifique et les résultats sont affichés. Et là, comme vous pouvez le voir, que la surface a nettement augmenté. Le comportement électrocatalytique des deux électrodes a été étudié également vis-à-vis de l'oxydation du glucose, a été étudié par l'ACV. Comme le montre aussi le voltammogramme cyclique, l'encart montre le voltammogramme cyclique de l'électrode non modifiée. Et comme vous pouvez le voir, il n'existe aucun pic, soit en absence ou en présence du glucose. Par contre, pour l'électrode modifiée, en absence de glucose, on remarque un pic cathodique, mais après l'ajout de 1 millimolaire de glucose, il y a l'apparition du pic d'oxydation. Ce pic d'oxydation correspond à l'oxydation du glucose par le couple C2+, C3+, correspondant selon le mécanisme présenté. Maintenant, pour étudier l'influence de la vitesse de balayage sur le transfert de charge à travers le film d'hydroxyde de cuivre, des voltammogrammes cycliques ont été enregistrés à différentes vitesses allant de 10 à 1000 mV par seconde. Et comme vous pouvez le voir, la présence de deux pics, un pic d'oxydation et son pic de réduction correspondant. Les courants des deux pics anodiques et cathodiques varient proportionnellement avec la racine carrée de la vitesse. L'influence de la vitesse de balayage sur le comportement électrocatalytique de l'électrode préparée a été réalisée aussi par la voltammétrie cyclique et comme vous pouvez le voir, de même, on a le courant du pic anodique et cathodique augmente au fur et à mesure que la vitesse augmente. Et de plus, les pics, le potentiel du pic anodique tend vers les potentiels positifs, alors que le potentiel du pic cathodique tend vers les potentiels les plus négatifs, ce qui montre que c'est un système quasi réversible. Le courant du pic anodique et les courants des deux pics sont proportionnels à la racine carrée
à la racine carrée de la vitesse, ce qui montre que c'est un phénomène de diffusion. Mais comme vous le savez, les interactions qui ont lieu à l'interface sont compliquées et difficilement interprétables. C'est pourquoi nous avons tracé le logarithme du courant du pic anodique en fonction du logarithme de la vitesse. Et le résultat, la réponse est linéaire avec une pente de 0,67, ce qui montre que la diffusion n'est pas seulement contrôlée par la diffusion, mais également par l'absorption. Maintenant, pour évaluer les performances analytiques du capteur élaboré, nous avons commencé d'abord par la première technique, la voltammétrie cyclique. Les voltammogrammes cycliques enregistrés montrent que en présence de faibles concentrations et de concentration moyenne de glucose, entraîne une légère augmentation du courant d'oxydation et une légère diminution du courant cathodique. Ce n'est pas le cas pour les concentrations les plus élevées, allant de 1 millimolaire jusqu'à 13 millimolaires. On remarque une augmentation nette du courant d'oxydation et une nette diminution du courant du pic cathodique. Le capteur présente une réponse linéaire et à partir de cette courbe, nous avons pu déterminer la limite de détection et la sensibilité qui semble bonne. Et cela a été confirmé par des propriétés bonnes. Maintenant, avant de procéder à la détermination des propriétés par la chronomompirométrie, nous avons procédé à l'optimisation du potentiel de travail. Pour cela, nous avons procédé à l'analyse par la chronomompirométrie. Pour cela, une série de chronompyrogrammes après ajout successif de 0,5 millimolaire de glucose dans une solution de NaOH0,1 ont été enregistrés. Comme le montre la figure, la réponse le courant augmente avec l'augmentation du potentiel, mais à partir du potentiel 0,75 jusqu'à 0,75, on remarque que le courant présente des fluctuations et il est moins stable par rapport au potentiel 0,55. De plus, les potentiels élevés risquent d'oxyder les interférents qui se trouvent dans le sang humain. C'est pourquoi on a utilisé le potentiel 0,55 comme potentiel de travail. Cette figure nous montre également que l'ajout successif de concentration bien déterminée de glucose entraîne une augmentation du courant en escalier avec un temps de réponse inférieur à 2 secondes. Et la figure B montre que le courant évolue proportionnellement avec la concentration. Et à partir de cette courbe, nous avons déterminé les paramètres, les performances de l'électrode modifiée, la limite de détection, la sensibilité qui sont présentées. Et ces résultats semblent excellents en comparaison avec les autres études bibliographiques. La spectroscopie d'impédance électrochimique a été également utilisée afin d'explorer les performances de l'électrode modifiée. Cette analyse a été réalisée dans la solution de ferrocyanure. Le diagramme Nyquist montre que le diagramme est composé de 2 parties, un demi-cercle dans les hautes fréquences et qui correspond à la résistance de transfert de charge et une ligne droite dans la zone de basse fréquence et qui correspond au phénomène de diffusion. La première partie montre que le diamètre du demi-cercle a diminué, ce qui montre que la résistance de l'électrode modifiée peut atteindre 203,8 ohms. Également, la spectroscopie d'impédance a été utilisée pour étudier le comportement électrocatalytique de l'électrode modifiée. Et comme le présente le diagramme de Nyquist, on voit que l'ajout de 1 millimolaire de glucose influe sur la courbe, sur l'allure de la courbe, en passant d'une courbe quasi linéaire à une courbe incurvée, ce qui montre que le diamètre a diminué et que la résistance de transfert de charge a également diminué.
La réponse analytique du capteur millimétrique du glucose a été mesurée après l'addition successive de différentes concentrations de glucose dans la solution aqueuse de 0,1 millimolaire NaOH. Les mesures d'impédance ont été réalisées dans les mêmes conditions que les voltammogrammes cycliques précédents. Là, comme on peut le voir, dans la gamme de 0 millimolaire jusqu'à 4,5 millimolaire, les demi-cercles présentent une légère inclinaison. Par contre, en passant de 5 millimolaire à 12 millimolaire, on remarque que le diamètre du demi-cercle diminue considérablement, nettement. On a une diminution significative, mais elle devient négligeable quand on atteint la concentration maximale de 12 millimolaire. La figure montre les diagrammes Nyquist pour des concentrations de glucose sélectionnées afin d'alléger la figure. Comme le montre la figure, l'incorporation ou l'ajout de concentration, elle influe sur l'allure de la courbe en passant des courbes un peu incurvées à des courbes dont le diamètre du demi-cercle a nettement été réduit. Le capteur a une réponse, là, la figure B montre que l'inverse du module de l'impédance évolue proportionnellement avec la concentration. Et à partir de cette courbe, nous avons également déterminé les propriétés des capteurs. Et là, on voit que ce capteur aussi présente de bonnes performances en comparaison avec l'étude bibliographique présentée dans ce tableau. Une fois la caractérisation, le dosage du glucose a été élaboré, nous avons passé à l'étude de la sélectivité. Outre le glucose, il y a la coexistence des interférents qui proviennent de l'alimentation des médicaments et de l'organisme lui-même. Donc, l'analyse a été effectuée par ampirométrie et la courbe montre que l'addition de la courbe a été réalisée en ajoutant 1 millimolaire de glucose suivi de 0,1 millimolaire de chaque interférent. La courbe montre que le courant des interférents est très faible en comparaison avec le courant du glucose, ce qui montre que le capteur présente une très bonne sélectivité. La stabilité du capteur préparé sur une période de 21 jours a été étudiée par la voltammétrie cyclique. La figure montre l'évolution de la réponse en fonction du temps. Comme le montre la figure 2, le courant a diminué, est resté stable. Et on remarque une légère diminution du courant pendant les 14 premiers jours, puis une diminution de 7% en atteignant à partir de la 3e semaine. Là, ces résultats aussi montrent que notre capteur présente une bonne stabilité. De plus, notre capteur a été testé dans le sérum humain qu'on a récupéré de l'hôpital Rugby et qui a été préparé préalablement. On a pris 3 échantillons de concentration différentes. On a pris la première mesure avec le glucomètre et notre mesure avec le capteur élaboré. Puis après, ajout de 2 millimolaires dans les 3 échantillons, on a pris une deuxième mesure avec le glucomètre et avec le capteur élaboré. Les résultats affichés, on l'a illustré dans le tableau, montrent un taux de recouvrement parfait. Donc, ce qui montre que ce capteur peut être utilisé dans la détection du glucose dans le sang humain. En conclusion, on peut dire que le MEB et la AFM ont montré que la surface de l'électrode modifiée est rugueuse et ceci est dû à la croissance de la dendrite tridimensionnelle. De plus, le DRX et le DX ont révélé la présence de 2 phases cristallines, l'une correspondante au substrat et l'autre à la phase cristalline du cuivre. Et de même, le pourcentage élevé du cuivre montre que la surface a été également recouverte par le cuivre. L'analyse infrarouge a mis en évidence les espèces atomiques et moléculaires qui étaient à l'origine de la croissance du dépôt élaboré. Même les performances obtenues à partir de la CV, l'environnométrie et
la spectroscopie d'impédance, plus la bonne stabilité et l'excellente sélectivité montrent que notre capteur est un candidat prometteur pour la détection du glucose. Il est à noter que les mesures de glucose dans les échantillons réels ont été en étroite concordance avec celles du glucomètre. Or, on peut dire que notre capteur élaboré peut être utilisé comme capteur impédimétrique, photométrique ou ampérométrique pour la détection du glucose dans le sang humain. Ce que je propose, c'est d'utiliser ce capteur élaboré dans la détection d'autres analytes. De plus, étudier l'activité catalytique du capteur vis-à-vis de l'oxydation du glucose dans les urines. Je propose aussi d'améliorer la sensibilité du capteur en adoptant un autre circuit équivalent et améliorer la stabilité et procéder à un dosage simultané et sélectif de deux ou plusieurs molécules. Sur ce, je termine, je vous cède la parole et je vous remercie pour votre attention.